Bon, merci de m'avoir proposé d'intervenir dans cette table ronde. Alors, je suis un peu gêné de parler du tableau clinique, puisque je n'ai jamais vu de patient rendu Osler en consultation, je fais que du laboratoire, mais et surtout devant d'éminents cliniciens qui sont dans la salle. Donc, cette présentation est le fruit d'une collaboration étroite entre Mélanie Herriès et moi-même. Et donc, j'ai choisi la logique, c'est de vous donner le point de vue du laboratoire, c'est normal. Et pour nous, le laboratoire, c'est justifier si une recherche de mutation est positive. Ça veut dire que pour nous, le clinicien a fait bien son travail et que, voilà, il y a même certains labos, enfin non, j'arrête. Non, certains labos, certaines consultations ou certains médecins où peut-être le taux de mutation sera très bas et on se posera des questions. Voilà, c'est le point de vue du labo, c'est normal. Alors, c'est une maladie génétiquement hétérogène, vous la connaissez tous, certains beaucoup mieux que moi. Et donc, j'ai mis les 4 gènes, en tout cas, qui sont plus ou moins bien reconnus. Enfin, il y en a 3 qui sont totalement reconnus, et puis un 4e voilà, qui est BMP9, qui a été décrit. Alors, ce que je vous montre là, en fait, c'est simplement une reprise des critères de Curaçao. Et l'idée, c'est on a regardé dans notre série de demandes de diagnostic, au fond, quelles étaient la proportion de patients pour lesquels on avait une mutation en fonction du nombre de critères de Curaçao. Et donc, vous voyez ici que quand il n'y en a qu'un, c'est 0%, il n'y a pas de mutation. Quand il y en a 2, c'est 18%. Et quand il y en a 3, c'est 78%. Donc ça valide d'une part quand même la qualité de ces critères de Curaçao qui vous sont marqués ici et que vous connaissez tous par cœur. Et puis dans le bas de la diapo, il y a le pourcentage de mutations trouvées en fonction des différents signes cliniques qui constituent justement ces critères de Curaçao. Et donc vous voyez le pourcentage de mutations, il est de 53% pour les épistaxis, qui naturellement est tout à fait logique. L'épistaxis n'est pas un signe d'une grande spécificité. Les télangiectasies, là aussi, il peut y avoir des problèmes de reconnaissance, de diagnostic. Manifestations viscérales, elles sont éventuellement dues à d'autres origines. Et vous voyez que l'hérédité, quand même, de loin, le facteur le plus prédictif de la présence d'une mutation. Alors là, c'est marqué, c'est sur le nombre de patients sur lesquels ça a été fait, c'est ceux pour lesquels notre base de données est bien à jour. Alors, juste une petite parenthèse sur ce plafond de verre un peu qui est le 85%. C'est pas seulement chez nous, c'est dans les différents laboratoires. Quand il y a des critères de Curaçao qui sont au moins égales ou supérieurs à 3, il y a quand même 10 à 15% de diagnostics qui nous échappent. Sur ça, je voulais passer juste 2 minutes. Bon, c'est une discussion qui a déjà été abordée ce matin. Alors, soit ça peut être une exploration incomplète des gènes connus, mutation intronique profonde, avec des effets sur épissage. J'en ai vu beaucoup d'exemples pour un certain nombre de gènes qui ont été présentés dans différents meetings. Et puis, il y a les mutations de régulation qui provoquent des hémizygosies transcriptionnelles, des mutations du promoteur, des mutations sur les enhancers. Je vous donne ici, par exemple, un exemple. Oui, par exemple, un exemple de 2 familles HHT tout à fait caractéristiques, qui ont été adressées au laboratoire pour un test dans ces 2 familles-là. Et alors, on a testé tous les gènes connus et on n'a rien trouvé. Et c'est en fait en fouillant la littérature, et ça nous a donné l'occasion de compléter notre exploration. Je veux dire que c'était un petit manque au laboratoire. Il y a eu effectivement des mutations qui ont été décrites dans le promoteur qui donnaient une hémizygosie transcriptionnelle avec une absence d'expression de l'allèle porteur de cette mutation CT qui est, vous voyez, en position moins 127 du promoteur de l'endoglyne. Et il y en a une autre d'ailleurs qui a été publiée plus récemment, en 2017, par l'équipe espagnole de Luisa Botella. Je crois que c'est de mémoire en moins 58.
Donc voilà, ces mutations de régulation, il ne faut pas les négliger, bien entendu. Elles sont plus difficiles à interpréter parce que là, il y en a 2 qui ont été étudiés sur le plan fonctionnel, mais après, il y en a d'autres qui, éventuellement, vont nécessiter des études fonctionnelles complexes, surtout pour un laboratoire de routine, de diagnostic clinique. Alors nous, quand même, la mesure pratique qu'on a adoptée, c'est un séquençage des gènes complet. Alors, ça veut dire quoi, un séquençage des gènes complet? Ça veut dire que ça comprend une bonne distance dans le promoteur, tous les introns, les régions 3', et donc on a vraiment un séquençage très large de ces gènes qui sont reconnus. Alors après, l'important, c'est de savoir filtrer les variants qui sont dans les régions introniques profondes. Alors ça peut nécessiter, ça a été détaillé ce matin de façon plus précise, je ne vais pas en revenir parce que j'ai peu de temps. Ça peut être par co-ségrégation, ça peut être par étude du cDNA pour tout ce qui est anomalie de splicing. Alors, il y a aussi l'autre grande question qui a été abordée, c'est celle des phénotypes. Les phénotypes sont quelquefois incomplets dans certaines familles, ou ils sont quelquefois trompeurs, ou ils sont frontières avec d'autres pathologies. Et c'est justement ces phénotypes frontières qui, quand ils aboutissent à des explorations négatives, ont permis l'identification de nouveaux gènes. Je vous donne par exemple l'exemple de cette famille qui nous était adressée pour, vous voyez, des télangiectasies, des épistaxis, télangiectasie, insuffisance veineuse. Et puis, ce dernier NIRFI dans cette famille, vous voyez qu'en plus, il y avait une MAV cérébrale. Alors, toutes les explorations ont été négatives en Sanger sur ALK1, Endoglin, SMAD4. RAS, c'est pas le nom d'un gène, c'est rien à signaler. Et donc, vous voyez qu'il n'y avait rien à signaler sur ces différents membres de la famille. Vous allez me dire pourquoi vous avez refait dans différents membres, mais on se demande toujours s'il n'y a pas un cas, un phénotype, une phénocopie ou tout ça. Donc, on a refait par précaution. Et puis finalement, c'était une mutation RASA1. Et vous voyez avec un tableau clinique, un phénotype frontière dans cette famille, et puis cette MAV cérébrale qui naturellement est évocatrice de RASA1. Donc voilà une possibilité. Une autre possibilité, eh bien, c'est encore un nouveau gène, c'est FB4 qui a été décrit en 2017 par l'équipe de Vicula, encore une fois. Et donc, eh ben, depuis qu'on teste FB4, vous voyez qu'on a déjà identifié 8 mutations sur 135 cas testés pour des CM, AVM ou des tableaux cliniques voisins. Donc voilà une façon de repousser le plafond de verre, mieux explorer nos gènes et puis trouver de nouveaux dans les phénotypes qui finalement sont frontières. Puis il y a des phénotypes qui nécessitent une exploration à eux seuls. Et je vous donne l'exemple ici, et je terminerai là-dessus. Sur les fistules artério-veineuses cérébro-spinales de l'enfant, on a eu des topos magnifiques ce matin sur cette pathologie, en tout cas très éclairant pour ceux qui travaillent dessus, sur le plan moléculaire. Eh bien, avec justement l'équipe de Bicêtre, on a publié en 2017 une série sur les résultats qu'on trouvait dans ces fistules artério-veineuses de l'enfant. Et vous voyez que là, vraiment, alors on parlait quel tableau clinique justifie, ben, en voilà un en tout cas, puisque vous voyez que sur 43 cas index, eh bien, on a trouvé des mutations dans 23 cas, c'est-à-dire 53% de ces cas. Et donc, vous voyez qu'en fait, on a trouvé essentiellement des mutations HHT, endoglines principalement, ALK1 1K, 14 mutations RASA1. Et on a également testé FB4, hein, puisque le gène venait de paraître, et là, il n'y avait aucune mutation. Voilà, donc normalement, c'est terminé. Et je pense que la discussion, elle sera globale autour de différents. Donc, ouais, moi, je vais vous présenter donc, notre vision des choses, toujours du point de vue du laboratoire, mais pour le syndrome de Marfan. Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'exposé précédent. Si on pouvait à l'avance savoir quel patient avait la mutation, ça serait super facile et ça raccourcirait bien nos délais. Moi, je voulais juste faire un petit prérequis, rappeler quelque chose qui est une évidence pour tout le monde, mais les petits prérequis à l'analyse moléculaire
à savoir d'abord des prérequis réglementaires qui sont la nécessité, bien sûr, de disposer du consentement éclairé du patient et de l'attestation de consultation, de la fiche de renseignement clinique, on l'a vu, qui va nous être essentielle pour l'interprétation des variants identifiés, et cette fiche de renseignement clinique, elle doit être la plus précise possible, et notamment pour le syndrome de Marfan, si elle peut être accompagnée du compte-rendu d'échographie cardiaque et de l'examen ophtalmo, c'est vraiment un plus, et du compte-rendu de consultation à faire suivre également. Et puis, un petit prérequis qui va vous arriver très prochainement, c'est la nécessité d'un bon de commande, puisque nous allons devoir incessamment sous peu facturer ces examens. Alors, je ne vais pas vous représenter l'ensemble des signes des signes qu'on peut retrouver dans le syndrome de Marfan. Voilà juste notre fiche de renseignement clinique à ce jour, donc, sur laquelle on retrouve les atteintes des différents systèmes squelettiques, pulmonaires, cutanés, neurologiques, oculaires et cardiovasculaires, et les différents éléments permettant la classification selon gant 1 ou gant 2. Je rappelle aussi de bien nous joindre à un arbre généalogique, parce que c'est vrai qu'au niveau du labo, on centralise la majorité de demandes nationales, et que ça nous permet parfois de faire des rapprochements entre des individus qui ne se connaissent pas forcément d'histoire familiale, ou pour lequel le clinicien n'est pas en connaissance d'une histoire familiale. Alors, dans une suspicion de syndrome de Marfan, nous, quand est-ce qu'on considère qu'il est légitime de démarrer une analyse moléculaire? C'est basé aussi sur un travail d'une étude d'une grande cohorte qui a été publiée il y a une dizaine d'années, coordonnée notamment par Laurence Fèvre. Et on s'est rendu compte qu'en dessous pour qu'on ait un taux de mutation suffisamment élevé, il fallait qu'on ait une atteinte minimum de 2 des systèmes du syndrome de Marfan, dont au moins une atteinte majeure d'un des systèmes. Donc, pour le système squelettique, une atteinte majeure, c'est 4 atteintes majeures dans le système squelettique. Pour le système oculaire, une ectopie franche du cristallin, ou le système cardiovasculaire, une dilatation ou une dissection de l'aorte ascendante. Et bien sûr, il existe des cas particuliers. On vous demande de bien vouloir nous contacter au préalable pour tout cas qui ne rentre pas un peu dans ces critères, pour valider ensemble l'indication, et éventuellement aussi pour toute demande urgente qui nécessiterait un raccourcissement de nos délais habituels. Donc, j'ai parlé du syndrome de Marfan. On fait aussi le diagnostic d'un certain nombre de formes syndromiques apparentées, le syndrome de Loeys-Dietz, le syndrome AOS, le syndrome de Beals, le Sprintzen-Goldberg, je ne vais pas tous les citer. Et puis également le diagnostic de formes non syndromiques, soit touchant l'aorte ascendante avec les dilatations ou dissections familiales de l'aorte ascendante. Et pareil, pour des raisons d'efficacité, de rendement de taux de mutation, on fait une enquête moléculaire dans le cas de formes familiales prouvées, ou chez les cas sporadiques jeunes. Donc on a fixé un seuil à 45 ans, sans facteur de risque pouvant expliquer la dilatation aortique, notamment sans bicuspidie ou hypertension artérielle importante. Et puis les formes non syndromiques aussi, on fait le diagnostic des ectopies cristalliniennes isolées, qui sont à elles seules un bon critère qui nous permet de trouver un bon taux de mutation. Alors avant 2013, on faisait, comme beaucoup de labos, les techniques utilisées, c'était du séquençage Sanger. Successivement, on balayait la palette des gènes en fonction du diagnostic phénotypique le plus probable. Et puis, c'était complété éventuellement par la recherche de grands réarrangements dans les gènes FBN1 et TGFBR2 par MLPA. Et puis, avec l'implantation des techniques NGS au laboratoire, on a ensuite passé, dans un premier temps, au séquençage uniquement du gène FBN1. Donc, Pauline l'a rappelé tout à l'heure, c'est un gros gène, donc en soi, c'était déjà une avancée. Et en parallèle, on a pu tester un certain nombre de techniques de panels de gènes, et qui nous ont maintenant conduit à avoir depuis fin 2016 une technique robuste qui stabilisait un panel de capture Roche qui est évolutif. Donc on implémente de nouveaux gènes régulièrement. On en est à notre version 6 et il contient 28 gènes qui sont donc des gènes impliqués dans le syndrome de Marfan, dans les formes syndromiques apparentées, mais aussi dans les formes
non syndromiques de dilatation, dissection de l'aorte ascendante ou d'ectopie du cristallin. Et donc, la stratégie moléculaire, elle est beaucoup plus simple maintenant, puisque quelle que soit la présentation clinique, que ce soit syndromique, aortique isolée ou ectopie du cristallin, on réalise maintenant donc, ce séquençage par NGS de notre panel de gènes qui permet de mettre en évidence et des mutations ponctuelles et des grands réarrangements par analyse des couvertures. Et puis, de façon plus anecdotique, on conserve quand même un petit peu de séquençage Sanger pour des formes, des suspicions de syndrome de Beals, pour lequel on se restreint alors à la portion majoritairement impliquée du gène FBN2. Alors, nos délais, on n'en a pas vraiment, enfin voilà, je ne vais pas insister dessus, mais voilà, ils sont variables. En cas d'urgence, ça peut être de 1 mois jusqu'à malheureusement 3 ans encore. Bien sûr, ces délais sont bien plus courts lorsqu'il s'agit de rechercher une mutation familiale qui est connue, et on met en moyenne 2 mois. Bonjour à tous, merci de me donner l'occasion de parler au cours de cette journée. Donc, je suis le docteur Adam, je travaille dans le centre de référence des maladies vasculaires rares avec le professeur Jeune-Maître. Et donc, je vais vous présenter brièvement quel tableau clinique justifie une recherche de mutation dans le contexte de syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. Donc, cette maladie, une fréquence estimée aujourd'hui à 1 pour 150 000 patients. Dans certaines publications, c'est même un peu plus fréquent, 1 sur 100 000. La transmission est autosomique dominante, avec une fréquence de mutation de novo d'à peu près 1 patient sur 2, ce qui est assez important. Et bien sûr, comme vous le savez, c'est le gène COL3A1 qu'on étudie pour rechercher une variation. Un gène qui donne en fait des expressions de collagène un peu partout, dans les vaisseaux, les artères, les veines, la peau, l'utérus, le côlon, mais pas seulement, également au niveau pulmonaire par exemple. Cliniquement, on a historiquement toujours défini les patients en étudiant des signes mineurs et des signes majeurs avec les complications. On va revenir dessus. On retrouve essentiellement en fait, des anévrismes et dissections des artères en premier lieu, ensuite des ruptures du côlon sigmoïde de manière spontanée. Et ces complications surviennent en général chez des patients jeunes qui ont un âge médian d'environ 29 ans. Donc, les premiers critères, avant Villefranche, il y avait les critères de Berlin, mais depuis 1997, les critères de Villefranche étaient utilisés de manière large dans le monde. Donc, 4 critères majeurs, la peau fine et translucide, la fragilité cutanée qu'on pouvait constater chez ces patients avec des ecchymoses extensives, fragilité ou rupture artérielle, bien entendu, intestinale, utérine chez les femmes enceintes ou en postpartum, et un visage caractéristique qu'on appelait visage de Madone avec des traits extrêmement fins. Et puis un ensemble de critères mineurs, en particulier l'acrogérie, qui est quand même quelque chose de très subjectif en fonction des examinateurs, hyperlaxité essentiellement des petites articulations, rupture tendinomusculaire, des pieds beaux à la naissance, varices précoces, etc. Comme on disait tout à l'heure, pneumothorax, hémopneumothorax, essentiellement chez des hommes jeunes, aux alentours de 17-20 ans, et puis des signes stomato avec récession gingivale par exemple, et également la notion d'histoire familiale évocatrice ou une mort subite chez un apparenté au premier degré. À ce moment-là, pour proposer le test génétique, on avait besoin uniquement de 2 critères cliniques majeurs, donc parmi les 4 premiers, pour envisager un dépistage génétique, et le reste des critères mineurs s'associaient éventuellement au tableau initial. Ces critères ont été révisés l'année dernière avec l'ajout dans les critères majeurs de la fistule carotido-caverneuse, puisque dans les critères de Villefranche, c'était un critère mineur. Donc là, ça devient un argument fort pour une suspicion de syndrome d'Ehlers dans l'os vasculaire. On conserve évidemment les atteintes artérielles, les atteintes digestives et utérines, et puis pour le coup, l'histoire familiale avec un variant pathogène documenté, bien évidemment, et toujours tout ce cortège de critères mineurs auxquels on a pu associer maintenant le kératocone, par exemple, la luxation congénitale de hanche, qui n'était pas présente auparavant. À savoir que dans les critères de New York, il n'y a pas de nombre minimum de critères pour proposer le test.
Alors, le docteur Pierre Quenton, qui a effectué un semestre en interchu donc à l'HEGP l'année dernière, a étudié les critères de Villefranche et la nouvelle classification de 2017 afin d'évaluer en fait la sensibilité et la spécificité de tous les critères qui étaient proposés. Ça a été décomposé en sous-groupes, évidemment, puisque les patients ne sont pas comparables en fonction de l'âge auquel ils sont référés, en fonction de leur statut génétique, un index et un apparenté. On imagine bien que le cas index qui est référé a fait une complication grave et que probablement les apparentés qui seront ensuite adressés pour dépistage, un certain nombre d'entre eux, même s'ils sont positifs, n'auront peut-être pas eu des complications majeures. Donc c'est ce qui ressort ici, avec des sensibilités, des spécificités qui sont quand même très élevées pour les cas index, comme vous pouvez le constater, 93,5%, 90,7% pour les cas index hommes et femmes, et des sensibilités qui chutent très rapidement pour les apparentés. Et à l'inverse, pour les spécificités, on retrouve la même chose, mais inversée. Toujours le même tableau, mais cette fois-ci avec la classification internationale de 2017. Et on se rend compte qu'on perd énormément en sensibilité, puisqu'on passe pour les cas index, au lieu de à peu près 90%, on chute à 66 et 70% pour les cas index. Donc clairement, la nouvelle classification, elle reprend certes quasiment les mêmes critères que ceux de Villefranche en 97, mais elle est moins performante dans le diagnostic. Du coup, à partir de là, nous avons proposé un score en reprenant l'ensemble des items basés sur une cohorte de patients vus à l'HEGP. Donc, ces patients étaient adressés pour suspicion de syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, la plupart d'entre eux à partir d'une complication artérielle, mais pas seulement. Certains d'entre eux avaient fait une perforation colique. Donc, ces patients-là ont tous été prélevés pour recherche de mutation sur COL3A1 et en fonction de la positivité ou de la négativité du test génétique, on a pu établir ce score. Donc en fait, les points ont été attribués de manière empirique en fonction de la gravité estimée de l'atteinte. Donc pour une atteinte artérielle, on a mis un score de 3 points si c'était un âge jeune, avant 40 ans, 2 points après 40 ans. La même chose pour la fragilité intestinale qui survenait chez des patients à des âges plus jeunes, en général avant 25 ans. Et donc on mettait 3 points à ce moment-là. Et ensuite, pour les autres critères, histoire familiale ou mort subite et pied-beau, on mettait 2 points. Et ce qui était du ressort de la peau en fait, et du morphotype, on ne mettait qu'un point, puisque de toute façon, ce sont quand même des critères qui sont assez subjectifs. On a éliminé tous les autres critères de ce score, puisqu'en fait, ils avaient une sensibilité et une spécificité quand on les étudiait un à un, qui étaient quasiment pas nuls, mais en tout cas très peu intéressantes pour la construction de ce score. Et afin de proposer un test génétique à ces patients en consultation, il fallait avoir au moins un score de 3, qui évidemment est biaisé, puisque quand on nous réfère un patient pour une rupture artérielle ou une perforation colique, on a d'emblée un score de 3, mais dans les tests utilisés, il suffisait d'avoir un de ces critères avant 40 ans ou avant 25 ans pour pouvoir bénéficier du test et avoir un rendement intéressant de ce test génétique. Voilà, donc ça, ce sera la présentation d'après. Tout ça pour dire que finalement, dans le syndrome d'Ehlers-Danlos vasculaire, on a un certain nombre de critères aujourd'hui qui sont validés en consensus d'experts, qui n'ont pas été étudiés. Ça fait l'objet d'une publication qui est en cours de révision actuellement, qu'on espère voir paraître dans les mois à venir. Mais aucune cohorte avec un nombre suffisant de patients n'a pu valider l'ensemble de ces critères, et c'est dommage, puisqu'on les utilise de manière courante sans connaître leur réelle valeur et sans les pondérer surtout. Merci. Merci. Donc là, suit un grand temps de discussion. Donc, est-ce que tout le monde veut bien retourner sur l'estrade pour discuter? Et donc, moi, je vais commencer par poser une question. Donc là, tout le monde a le droit de poser toutes les questions qu'il veut. Il ne faut pas avoir peur. Donc moi, je vais commencer par la première diapo de la première personne. Questionner, la bonne indication, c'est celle qui permet d'être sûr qu'on va trouver la mutation. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que je pense que finalement, la génétique, ça devrait être un peu comme le reste, c'est-à-dire que c'est un argument supplémentaire. Et là où on en tire le plus de bénéfices, c'est quand on ne sait pas.
Donc c'est quand on a 50% de chances de trouver une mutation qu'on pose une bonne indication. Est-ce que les généticiens ou ceux qui font les études sont d'accord avec cette façon de voir qui est une façon clinique? 50%, c'est déjà souvent supérieur à la majorité, je pense, du taux de positif dans beaucoup de laboratoires. Enfin, il me semble. Est-ce que 50% c'est égal à 100% pour les généticiens, c'est ça? La maladie de Randu-Hössler, c'est des signes extrêmement spécifiques et c'est vrai que c'est la maladie pour laquelle on a le taux d'identification de mutation le plus élevé. Après, quand il y a beaucoup de phénocopies, il y a un dilemme entre la sensibilité et la spécificité, par exemple. Je te prends un exemple qui est sorti du vasculaire, qui est celui de l'oncologie. Moi, il y a des statistiques qui sont faites par laboratoire en France sur le taux de mutations identifiées sur BRCA1, BRCA2. Je vais pour une seconde. Et effectivement, il y a des labos qui ont des taux d'identification de mutations qui avoisinent 20% et d'autres qui sont à 10%. Alors effectivement, ils ont un meilleur taux d'identification, mais à côté de combien de mutations sont-ils passés, puisque c'est des phénotypes qui sont... Il y a beaucoup de phénocopies, un cancer du sein, génétique ou non génétique. On sait très bien que c'est très difficile à différencier. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ta question, mais le principe, c'est que il y a un certain minimum de critères cliniques qui sont sans doute à garder pour qu'on puisse rendre les examens dans un délai raisonnable. Donc finalement, le 100%, tu le fais baisser à combien? Non, là, le 100%, c'était pour les critères de Curaçao supérieurs ou égal à 3. Et la question, c'était pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de mutation dans 100% des cas. Et c'est pour ça que dans les cas où il y a vraiment des phénotypes cliniques qui sont très, très évocateurs, selon les critères, c'est pour ça que j'ai abordé le problème de pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas dans 100%. C'est les questions de gènes non suffisamment explorés, mais maintenant on s'améliore de jour en jour, ou bien des tableaux cliniques qui effectivement répondent à d'autres gènes. C'est ça que j'ai voulu dire. Je pense qu'on peut dire la même chose pour le Marfan. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez déjà fait le diagnostic de Marfan, mais ce n'était pas la réponse à la question de Guillaume. La question de Guillaume, mais je continue dans ce qu'a dit, la façon dont a répondu Florent. C'est-à-dire que si vous avez déjà fait le diagnostic de Marfan, on va faire aussi bien que vous dans 85% des cas. Je dis bien pour un Marfan classique, qui a tout ce qu'il faut, hein. L'atteinte oculaire, cardiovasculaire, squelettique, la totale. On va vous trouver la mutation dans 85% des cas. Et même plus que ça, selon ma Nadine. Maintenant, pour répondre à ta question, au pied du mur, avec les critères qu'a donné Nadine, si on est à 25-30% de mutations trouvées, on est content à l'heure actuelle au labo. Ouais. Ça dépend bien sûr des critères cliniques. Voilà, je disais qu'en cas d'ectopie, on est bien plus qu'à 25-30%. Par contre, tout dépend du critère majeur qui a fait poser la suspicion diagnostique pour le Marfan. Je finis juste ça avant de passer la parole à Sophie. Donc finalement, il y a deux indications pour rechercher une mutation. Il y a compléter un diagnostic quand on n'a pas de diagnostic. Et donc pour ça, la prévalence de la mutation dans la population dans laquelle on le cherche doit avoir un ordre de grandeur de plus de 20%, 30%, 50%. 50%, c'est optimum, voilà. Et puis, il y a compléter le diagnostic pour pouvoir faire un dépistage familial. Et donc là, quel que soit si on a déjà le diagnostic sur une base clinique, c'est justifié de faire une recherche de mutation ou pas? Quand il y a un diagnostic douteux, il ne faut pas hésiter, hein. Moi, je voulais juste en fait compléter ce que disait Florent tout à l'heure, mais je crois que c'est un peu dévié. Je pense que c'est très dépendant de la pathologie. Et en effet, on ne peut pas fixer un pourcentage. C'est vraiment pour la maladie de Randu-Hössler. Voilà, l'autre point que je voulais préciser, c'est qu'en fait, il y a des critères qui sont utilisés, mais il y a rarement la définition de ces critères. Et ça me semble être un point majeur. Parce que par exemple, dans la maladie de Randu-Hössler, si on utilise vraiment les critères de Curaçao, mais en étant strict, c'est-à-dire par exemple, si pour épistaxis,
on tient pas compte des épistaxis dans l'enfance, voilà, mais on compte vraiment des épistaxis actuels, répétés, spontanés, importants. Nous, à Lyon, on est à 95% de mutations chez des patients qui ont au moins 3 critères positifs. Donc on n'est pas aux 78%, mais parce qu'encore une fois, là, je pense que c'est juste, ça dépend où on met le curseur. Et quand on a l'habitude et qu'on voit beaucoup de maladies de rendiocère, on ne définit pas les épistaxis de la même manière que quelqu'un qui en voit un de temps en temps. C'est la même chose pour le Marfan, mais là, en effet, on n'est pas à 95%. Mais, donc je pense que c'est vraiment pathologie dépendant. Et à l'intérieur de la pathologie, il faudrait définir précisément les critères, je pense. Je voudrais vous remercier pour cette très belle présentation, mais il y a 2 questions qui me taraudent depuis longtemps où on s'intéresse aux malformations artéroveineuses du système nerveux central. La première question, c'est pourquoi dans le rendu Osler, le phénotype cérébral est différent du phénotype médulaire. Au niveau cérébral, on a des macrofistules, des microfistules, des nidus, des lésions multiples, que vous n'avez jamais au niveau de la moelle. Au niveau de la moelle, ce sont uniquement des macrofistules, donc des lésions à très haut débit avec des ectasies veineuses. Les lésions multiples ne rentrent pas dans ce cadre-là. Et la deuxième question que je ne comprends pas, on sait que les MAV sporadiques hors rendu Osler ont un risque hémorragique qui a été estimé entre 2 et 4% par an. Pourquoi y a-t-il une sorte d'effet protecteur dans le rendu Osler, puisque la MAV cérébrale dans le rendu Osler a un risque qui est considéré comme 0,5 à peu près % par an, à tel point que lorsque l'on voit une lésion comme ça, on se pose la question, est-ce qu'il faut traiter ces lésions parce que le risque thérapeutique va être finalement supérieur au risque de lésion naturelle. Et je ne sais pas. Alors, est-ce que tout ça est dû à une interaction génétique avec la lésion dans ou sur l'unité histogénétique cérébrale ou médulaire? Parce qu'on sait que là aussi, il y a eu des interactions biologiques et génétiques qui sont particulières entre les 16 différentes unités histogénétiques cérébrales, par exemple. Il y a tout un domaine que, personnellement, je ne sais pas, je ne connais pas. Est-ce que vous avez une explication éventuellement à cela? Non. Non, c'est votre réponse. Non, mais il y a un micro-environnement au cours du développement et les effets de la plo-insuffisance avec le jeu des différents membres de la voie, par exemple du BMP, et de la redondance entre les gènes. Tous ces facteurs-là sont extrêmement complexes à étudier, à analyser quantitativement. Et je veux dire, c'est un sacré challenge d'arriver à comprendre ça. Mais voilà. Alors, je passe des MAV à la pathologie aortique proximale. Je me pose des questions. On m'adresse souvent beaucoup de patients qui ont des bicuspidies familiales. Alors, il y avait un beau papier Cocorico avec le lieu de l'anévrisme qui nous disait si cela pouvait potentiellement être un Marfan, d'autant plus qu'on a un phénotype squelettique, si c'est très proximal au Valsalva. Même s'il y a une bicuspidie, on peut se poser la question s'il y a peut-être une orthopathie sous-jacente. Des anévrismes qui sont plutôt plus hauts au-delà du Valsalva, on peut se poser cette question-là. Mais qu'est-ce qui nous permet, d'autant plus dans les formes familiales, parce que normalement ça peut être sporadique, hein, mais pas forcément familial. Lorsqu'on a une forme familiale, qu'on a une personne de grande taille, qu'on a un apparenté au premier degré qui a disséqué, avec toute cette affaire-là, la bicuspidie, je sais qu'a priori c'est pas plus fréquent hors Marfan que Marfan, mais qu'est-ce que vous en faites ? S'il y a une forme familiale, oui, ça se justifie. Ça se justifie. Là, une forme familiale de bicuspidie. Oui. J'excluais la bicuspidie dans le cas des formes isolées d'anévrisme de l'aorte ascendante. À partir du moment où on entre dans une forme familiale, bien sûr, il faut faire l'étude moléculaire. Et là, on recherche. Vous avez le même panel de gènes ou vous cherchez d'autres gènes bicuspidie ou... On a le même panel de gènes. Donc, on a le gène Notch1 qui est impliqué plus particulièrement dans les formes familiales de bicuspidie. Mais sinon, c'est vrai qu'on s'intéresse plus à l'anévrisme qu'à la bicuspidie parce que sur les bicuspidies, on n'a pas encore grand-chose de... Il y avait une question. Oui, ici. Bonjour. Je vais avoir un discours beaucoup plus simple. Je ne suis pas du tout dans le médical. En fait, je représente l'association qu'on a créée, l'association française de Sturge-Weber, qu'on a appelée Vanille Fraise. Je ne sais pas si vous connaissez dans la salle le syndrome Sturge-Weber. Si j'en parle, c'est que c'est une anomalie vasculaire. Et merci à Guillaume Jandot, à Anouk Bisdorf, parce que voilà, qu'on le nomme et qu'on informe plus sur ce syndrome. On échangeait rapidement avec Catherine Boileau ce matin en arrivant par rapport à la génétique, parce que le Sturge-Weber, en fait, c'est un angiome. J'ai la chance d'être avec François aujourd'hui, qui est lui aussi sur Paris, parce que moi, Julia, elle a 2 ans, on est au tout début, mais c'est un angiome donc très marqué sur le visage et le corps, mais plus gravement, qui est un angiome interne qui touche la partie méningée, donc une anomalie des vaisseaux capillaires qui crée une mauvaise oxygénation
une certaine rigidité, calcification méningée, et les risques et séquelles sont multiples. L'affection, elle est multidisciplinaire au niveau de la neurologie, au niveau de l'ophtalmologie, d'un glaucome, au niveau dermatologique, bien sûr. Et je pose une question vraiment dans les grandes lignes, parce qu'encore une fois, je vous l'ai dit, je ne suis pas du milieu. On souhaite juste faire avancer les choses. Il y a un gène qui vient d'être reconnu, le gène GINAC, je crois au niveau international. Vous avez démontré ce matin, vous êtes plusieurs interlocuteurs en disant, chacun dans votre discipline, qu'il faut des moyens humains, il faut des moyens financiers. Tout ça prend énormément de temps, tout ça est très complexe parce que derrière un gène qu'ils ont nommé le Sturge-Weber, il y a énormément d'affections. On est en contact aussi avec Pierre Vabre, qui fait partie du comité scientifique, et je crois qu'il y a Laurence Fèvre dans la salle. Voilà, ma question, elle est, est-ce qu'on peut, avec les différentes pathologies, j'entends Marfan, Randiosler, etc., avoir des recherches cliniques, en tout cas génétiques, communes, qui pourraient mettre en exergue des choses, parce que nous, on parle aussi d'une maladie en mutation, c'est en mosaïque, voilà, pour accélérer les choses, pour tenir un fil conducteur. Je suis maman de Julia. Par rapport à notre cas, la maladie n'a pas pu être détectée. Il n'y a pas de recensement qui n'est fait. On est vraiment voilà, dans une sphère... je pose la question au niveau France. Qu'est-ce qui peut se faire? En tout cas, sachez qu'on était encore à Necker avec le professeur Riemann About sur une réunion des associations parce qu'elle est sur le centre de référence de l'épilepsie rare. On parle d'organiser un symposium au niveau européen international. Donc tous ceux, en tout cas, et je sais que là, vous êtes tous des personnalités qui sont tellement importantes pour nous, pour qu'on puisse avancer dans le Sturge-Weber. Je laisserai une plaquette et puis voilà, on s'appelle Vanille Fraise. Mais si vous avez tous des questions, je sais que le temps est court et voilà, je vais rendre le micro. Mais par rapport à cette génétique, qu'est-ce qu'on peut mettre en exergue au niveau France? Voilà. Et puis de façon commune pour servir un petit peu tout le monde et non pas différer dans le temps des projets, des années, des financements du monde. Et voilà, c'est une question parmi tant d'autres. Est-ce que quelqu'un veut répondre? Catherine veut répondre. Je veux bien répondre. Excusez-moi, je suis en train d'organiser mes pensées dans ma tête parce que je pourrais répondre à plusieurs niveaux, madame. Votre histoire me rappelle celle de Paulette il y a des années, qui est arrivée avec un peu la même demande, et c'était que des cliniciens, il n'y avait rien en laboratoire. Donc vous êtes arrivé au bon endroit. La deuxième chose, c'est ce que vous dites là se rapproche d'une remarque que m'a faite Annick. Annick, où es-tu? Voilà. Annick, qui est responsable d'un centre pour lequel, à l'heure actuelle, il n'y a pas de diagnostic moléculaire. Il y a des choses qui commencent à exister et il n'y a pas de prise en charge en France. Et donc, je pense que ce qui peut ressortir de vos deux questions, les deux questions que vous avez posées, l'une en tant que professionnelle, l'autre en tant que patiente ou maman de patient, c'est une question auquel je réponds à deux niveaux. Il y a un niveau de recherche, et ça, on est sur apparemment un type de recherche particulier, bien évidemment, qui ne correspond pas à nos thématiques, qui est un domaine qui est peut-être vierge en France, je ne le connais pas, je ne sais pas, certains d'entre vous peuvent répondre à cette question, et de savoir quels sont les laboratoires éventuellement qui travaillent déjà dessus et qui peuvent continuer à travailler, se rapprocher des patients et utiliser finalement des approches génétiques pour travailler. La deuxième chose, c'est le diagnostic. C'est le diagnostic. Là encore, j'allais dire que ce qui est important, on a vu dans les exemples qui ont été montrés là, finalement, dans quelles conditions on fait du diagnostic génétique à l'heure actuelle. C'est un peu ça. Dans quelles conditions les laboratoires prennent le diagnostic génétique, du fait du manque de moyens, soyons clairs, et comme l'a dit Florent avec beaucoup d'humour, eh bien, on prend les prélèvements là où on va trouver une mutation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient à ces notions de chiffres, etc.
et qu'il faut qu'on fasse une étude de la littérature pour voir ce qui est connu à l'heure actuelle et ce qu'on peut faire. Puisque personne ne le fait à l'heure actuelle, je pense que c'est à nous dans le réseau de réfléchir comment on peut prendre en charge s'il n'y a personne qui le fait, si les gènes en cause justifient, les connaissances sont suffisantes pour qu'on propose et qu'on fasse un diagnostic, je pense qu'il faut le faire. Et ça peut sortir de choses qui peuvent être pilotées par la filière et à travers ça, les laboratoires de la filière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mes collègues des autres laboratoires, mais je pense que c'est la réponse qu'on peut apporter aussi bien à Annie qu'à Madame à l'heure actuelle. Je peux dire un mot, ne serait-ce que parce que tu m'as cité. Et effectivement, c'était pas faire de l'humour, mais c'était pour mentionner la pression des agences qui nous financent pour montrer la qualité du laboratoire par rapport à son taux d'élucidation diagnostique. Donc, pour vous répondre, Madame, les laboratoires, nous, on est là pour offrir un service à ceux qui nous le demandent. Alors, bon, en l'occurrence, pour cette maladie, nous n'avons jamais eu de demande. Quand on a des demandes, effectivement, et qu'on voit que ça correspond à un besoin, comme on l'a fait pour Rasin et FB4, par exemple, il n'y avait pas de réponse en France. On a effectivement mis au point ce diagnostic. Alors après, au-delà de la mise au point méthodologique, qui aujourd'hui, honnêtement, c'est quand même considérablement simplifié, au-delà de cette mise en place d'un test moléculaire, il y a la nécessité d'avoir une véritable expertise sur le gène, d'autant que si c'est une maladie rare, est-ce que c'est pour rentrer dans le détail méthodologique, est-ce que c'est des mutations somatiques, est-ce que c'est constitutionnel, est-ce que c'est du de novo? Il y a tout un contexte génétique. Il faut qu'un laboratoire, avec une équipe de cliniciens, de chirurgiens, de radiologues, il faut qu'il y ait vraiment tout un réseau qui se mette en place autour. Et le laboratoire n'est qu'une pièce de ce réseau. Voilà, donc un laboratoire peut toujours rajouter un gène. C'est pas la question. Alors bien sûr, il y a des interprétations qui sont plus ou moins aisées sur certaines anomalies sur ce gène. Mais après, je crois que l'important, c'est que ça se situe dans un réseau de compétences qui est multidisciplinaire autour de la maladie, quoi. Du coup, c'est par rapport aux maladies vasculaires rares. Est-ce que, du coup, pour moi, c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on doit faire des tests génétiques dans les situations de non aortiques, où là, c'est bien clair pour moi. Mais dans tout ce qui est dissection vasculaire d'autres vaisseaux, quand on a potentiellement plusieurs vaisseaux impliqués, et quand on n'a pas du tout d'argument pour un col3A1, enfin, même s'il peut être testé et qu'il va être négatif, moi, de mon expérience, mais qui est forcément limitée à un centre, on n'a jamais rien trouvé dans les autres situations. Et donc, ma question était voilà, de savoir quel est votre rendement. S'il est super faible partout, alors si on enlève le col3A1, s'il est super faible partout, par ailleurs, est-ce que ça vaut toujours le coup de continuer à demander des analyses génétiques parce que ça reste coûteux? Et si jamais, du coup, on voulait resserrer les indications, est-ce qu'on aurait des critères où on est moins mauvais que les autres? C'est-à-dire, si jamais on voulait se dire que si on veut trouver dans un pourcentage raisonnable, quels seraient les critères? Alors, je vais vous répondre pour la partie clinique, et puis pour le rendement du laboratoire, je laisserai Monsieur Jeune-Maître vous répondre plus précisément. C'est vrai que dans le centre de référence, quand on voit les patients, évidemment, ils nous sont adressés le plus souvent pour dissection rupture artérielle. Le plus souvent, avec mes collègues, soit on a vraiment dans l'idée qu'on va trouver un col3A1 et on ne prescrit que la recherche de col3A1 à visée de confirmation de notre sentiment clinique en association avec les antécédents du patient, la présentation, etc., l'histoire familiale éventuellement. Ou alors, on a un panel
les gènes des collagénopathies parce que dans les 7 classiques, par exemple, on sait que certains d'entre eux peuvent avoir des atteintes artérielles. C'est rare, mais il y en a. Donc si le tableau est compatible, on va viser un peu plus large. Pour les patients qui arrivent avec une atteinte artérielle sans phénotype évocateur, sans antécédents autres, par exemple, je pense aux dissections des troncs supraortiques. Il y a des publications qui ont montré que le rendement d'un test génétique est quasiment nul chez ces patients-là. La plupart du temps, on ne fait rien. On ne prescrit pas une jeune femme, par exemple, de 40 ans qui arrive avec une dissection cervicale, de fin d'artère cervicale, sans rien d'autre. On peut s'arrêter là en se disant que voilà, le rendement, de toute façon, d'une prescription de COL3A1 sera de 0, très probablement. Pour ce qui est de la génétique, peut-être que M. Jeannemette peut affiner. Ouais, je vais redire un petit peu les mêmes choses que toi, peut-être en plus caricatural. Je pense que le rendement, il est très faible dès qu'on a des dissections au-delà de 50 ans et des facteurs de risque associés. Donc, dissection artérielle, je ne parle pas des dissections aortiques, je parle réellement des dissections des troncs périphériques. Et le plus souvent, on retrouve de l'hypertension artérielle, une dyslipidémie, du tabagisme et autres, qui peut en partie expliquer cela, même s'il y a probablement des prédispositions héréditaires sans gène majeur. Mais ça, on ne sait pas les détecter pour l'instant. Comme l'a dit Salma, les dissections carotidiennes sans facteur de risque, les dissections carotidiennes isolées ou des troncs supraortiques isolés, notre rendement il est quasi nul. On arrive quelquefois à trouver un Ehlers dans l'os ici ou là, mais c'est vraiment très, très bas. Et on retrouve vraiment un rendement un peu plus satisfaisant dans le cadre de dissections multiples, sans facteur de risque associé, avant l'âge de 40 ans. Voilà. Donc, avant l'âge de 40 ans, plusieurs sites de dissection et pas simplement des troncs supraortiques. Avec histoire familiale, mais bien entendu, ça c'est un vrai plus. Une histoire familiale suffit? L'histoire familiale du grand-père avec AVC à 70, non, ça colle pas. Moi, j'ai une question complémentaire, qui est le bonus, qui est tu as la napate de l'artère. Est-ce que ça te change ton point de vue en fonction de ce que tu trouves de l'athérome ou pas? Non. J'aime bien tes réponses carrées. Oui, donc moi je voulais intervenir sur plusieurs choses qui ont déjà été évoquées. D'une part, à la maman de la petite fille qui a un Sturge-Weber, parce que je m'occupe aussi d'anomalies du développement. Je pense que sa question par rapport à la communauté, on va dire, avec Marfan, Randy Osler, je pense que c'est des pathologies complètement différentes. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas parce que c'est vasculaire que la cause est la même. Donc ça c'est la première chose. Et au niveau recherche, il faut peut-être pas absolument vouloir à ce que la recherche se fasse en France, parce qu'en fait c'est des maladies rares. Il y a des gens qui peuvent être très, enfin voilà, c'est un petit peu, parce que moi on a eu les mêmes problèmes un jour avec une NF qui voulait absolument que ça se fasse en France. Je pense que c'est trop rare et qu'il faut voir. Il y a sans doute des personnes qui ont identifié ce gène. Qui font des études fonctionnelles dessus, parce que j'imagine que votre but derrière, c'est un traitement. Donc, c'est quand même peut-être les gens qui ont identifié le gène qui savent le mieux. Enfin bon, ça c'est une question. De manière générale, pour revenir aux 3 maladies, moi je voudrais dire que le délai pour ces maladies, le plus souvent, c'est pas si important que ça d'avoir le résultat rapidement. Enfin, je voudrais un petit peu les déculpabiliser, là, les laboratoires, parce qu'on est laboratoire aussi. Soit on a un diagnostic évident, et on n'en a pas besoin, ça peut servir pour la famille, etc. Et ça permet de surveiller, le reste de la famille. Mais il n'y a pas d'urgence. Et si on est inquiet, je crois qu'il y a un petit peu trop tendance actuellement à mettre la génétique, à lui donner une importance trop importante. Moi, je compare ça où quand on trouve des familles de cancer du côlon, la première chose à dire, c'est peut-être de surveiller les apparentés par une coloscopie, ou un examen, voilà. Et on oublie ça. Donc, je pense que si on a des inquiétudes par rapport à une famille, tant qu'on n'a pas de résultat génétique, on fait une surveillance cardiologique. Il y a quand même quelques urgences quand il y a des Ehlers dans l'os vasculaire avec j'ai vécu ça une fois, avec des grossesses. Ça, évidemment, là, il y a des vraies urgences. Et puis voilà, c'est ce que je voulais dire. Et une dernière question plus précise à Florence Ouvrier. Je voulais demander si dans le Randy Osler, vous avez trouvé beaucoup de mutations introniques quand vous avez, sur vos panels de gènes, fait tous les introns.
Est-ce que le rendement, voilà, parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve qu'on devrait faire ça dans plein de gènes avant de se lancer sur de la CGH ou de l'exome. D'abord analyser le gène en entier. Et voilà, je voulais savoir si le rendement était important. Alors, en fait, c'est un peu récent. C'est un peu récent pour te donner une réponse. On a intégré effectivement la totalité des régions géniques et donc interexoniques depuis peu. On a effectivement, ce que Mélanie me disait, donc je reprends textuellement ce qu'elle m'a dit, hein, on a quelques mutations, variants candidats introniques profonds qui vont nécessiter effectivement des analyses maintenant de co-ségrégation, d'analyse fonctionnelle. En tout cas, à Milan, pour ceux qui étaient à la Congrès européen de génétique, on a vu beaucoup, enfin en tout cas plusieurs cas de mutations introniques profondes avec des effets très, très importants sur l'expression des gènes. Donc je crois que c'est une vraie piste. Puis aussi, cette piste, elle vient aussi de la déception qu'on a eue sur la recherche d'autres gènes pour le rendu Hössler, hein, que à travers, il y a eu des tas de locus qui ont été décrits et finalement, ils ont tous disparu les uns après les autres pour des faux positifs de liaison génétique. Et je crois qu'il va falloir vraiment en rester aux gènes qu'on a. Hein. Donc, je voulais poser la question sur le rendement je reviens aux maladies vasculaires rares, des pathologies disséquantes anévrismales intra-abdos. Je sais qu'à Paris, vous avez le programme Survie d'identification urgence vasculaire intestinale à Beaujon. Et donc, je me demandais, là, tout à l'heure, on parlait des dissections carotidiennes et cette discussion, je l'avais déjà eue avec vous et c'est vrai que vous étiez assez déçu du rendement et je l'ai bien compris. Mais en intra-abdos, je voulais savoir un petit peu ce qu'il en était et le rendement de survie. Et puis après, j'aurais 2 autres questions. Je me permets de garder le micro, sauf s'il y en a d'autres, évidemment, entre-temps. Je commence comme ça, déjà. Pour le registre survie, je ne sais pas, nous, on n'y a pas accès, je ne crois pas, monsieur Jeune-Maître. En tout cas, j'en ai pas entendu parler. Mais par contre, à l'HEGP, il y a une cohorte qui vient d'être montée par le service de médecine vasculaire qui s'appelle Nevada et justement qui va étudier ces anévrismes et dissections d'origine digestive. D'accord ? Donc, ça vient tout juste d'être créé, donc on n'a pas encore de data par rapport à ça. Je pense qu'on peut faire un parallèle avec les dissections des troncs supraortiques, dans le sens où souvent les patients qui nous sont adressés ont des facteurs de risque cardiovasculaire, ont plus de 50 ans, ou alors sont des femmes qui ont fait déjà une ou plusieurs grossesses et à qui on découvre un moment un anévrisme d'une artère splénique qui va se rompre et on va dire « Ah, voilà, c'est une femme jeune, elle a 40 ans, pourquoi est-ce qu'elle a rompu cet anévrisme ?» Donc, encore une fois, si les lésions sont isolées, le rendement est probablement extrêmement faible si on prescrit le test et le plus souvent on ne le fait pas. Quand il y a des localisations multiples digestives, là ça interpelle évidemment, à savoir qu'on a quand même certains patients qui ont été considérés comme dysplasie fibromusculaire sur des atteintes des artères rénales et qui étaient en réalité des élerces dans l'os vasculaire. Voilà, donc localisation multiple digestive, oui, il y a intérêt. Localisation unique, probablement pas. De ce que je connais de survie, puisque ça se fait dans notre GH, et c'est Olivier Corcos et Yoram qui pilotent tout ça, il n'y a pas d'études génétiques au sens génétique propre, c'est des études moléculaires qui sont prévues, c'est-à-dire des études d'expression, de profil, de transcriptome, etc., éventuellement peut-être de l'association, mais il n'y a pas une notion véritablement de regarder s'il y a de l'agrégation familiale, etc., à ma connaissance. Et à la connaissance que j'ai de l'accord de survie, c'est beaucoup de l'athérome. Je voulais juste faire une remarque, répondre par rapport à la remarque de Brigitte sur la déculpabilisation des laboratoires. Moi, je ne cherche pas à culpabiliser les laboratoires, mais je trouve quand même qu'on est dans des situations en tant que clinicien difficiles, parce que 3 ans, c'est quand même très long, et on voit souvent des jeunes adolescents, et la question de l'orientation par rapport au sport est vraiment une question souvent cruciale. Et on est souvent désemparés, la compétition, pas de compétition, faut-il interdire, faut-il ne pas interdire ? 3 ans, ça paraît long pour ça. Après, c'est ce que je disais ce matin, c'est à discuter au cas par cas quand vraiment il y a une implication thérapeutique ou d'orientation qui dépend clairement du résultat moléculaire, on accélère. Alors, on met au-dessus de la pile.
Après, il ne faut pas qu'on en mette trop au-dessus de la pile parce qu'après, ça ralentit tous les autres. Donc voilà, il faut être un peu... L'expérience du praticien, ils appellent ça le geste commercial. C'est juste pour compléter une remarque de clinicienne aussi, notamment pour les Marfans. On a du mal à motiver certaines familles pour commencer le traitement par bêta-bloquant, surtout chez des personnes jeunes. Et c'est vrai que quelquefois, c'est parce qu'il y a le tampon entre guillemets moléculaire que ils vont accepter. Alors évidemment, on leur explique que c'est la clinique qui fait le diagnostic, mais enfin en tout cas dans mon expérience, c'est souvent ça qui va quand même un peu être un tournant. Et l'autre chose aussi, c'est que malgré tout, on n'est pas toujours très performant en clinique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des situations où on n'arrive pas à trancher, et notamment chez les adolescents, comme disait Sophie, où là, vraiment, vous nous aidez à trancher. Bien sûr, si on ne trouve rien, on ne peut rien conclure, mais si vous trouvez une mutation vraiment délétère... donc là, nous, on n'a pas l'objectif d'être rentable en termes de mutation. C'est-à-dire que ce n'est pas le même objectif. C'est vraiment d'avoir une aide au diagnostic, même s'il faut être clinicien avant tout. Sylvie, je comprends bien. Et la situation que toi, tu évoques, de toute façon, c'est une situation où finalement, il ne faut pas grand-chose pour faire basculer le diagnostic. Et donc, vous êtes dans les critères. Tu vois ce que je veux dire, Sylvie ? C'est-à-dire, c'est dans les critères de ce qu'on fait. Ensuite, se pose la question du délai avec lequel c'est fait. Moi, ce que j'entends aujourd'hui, en effet, c'est la demande que finalement, pour les jeunes, d'une façon ou d'une autre, ça aille plus vite. Mais je peux vous répondre qu'il y a des apparentés à grand risque et ça serait bien que ça aille plus vite pour eux aussi. Donc, c'est une quadrature du cercle. Je ne sais plus à qui j'en parlais récemment. Je pense que l'avantage de mon grand âge, c'est que j'ai commencé il y a très longtemps. Il n'y a que pendant 2 ans que j'ai eu l'impression que je répondais à vos demandes. Pendant 2 ans. Les 2 ans où on a eu 2 techniciens en plus à travers le plan maladie rare. Avant et après, on rame. Je veux dire, toute l'équipe a toujours que je dirige, que je digère, que je bouffe. Je veux dire, avant comme après, c'est s'arracher les cheveux parce qu'on était toujours... les secrétaires s'arrachaient toujours les cheveux en disant « mais qu'est-ce que je dis ? Ça fait déjà 3 fois qu'ils appellent. » Voilà. En fait, en écoutant la discussion, on a l'impression qu'il y a une ambiguïté entre le labo et les cliniciens. En fait, nous, on a besoin de la génétique dans les cas borderline, pour lesquels il faut trancher. Et en fait, vous avez envie de faire la génétique quand vous allez être sûr qu'il y a un beau FBN1 qui va sortir. On n'a pas envie, on aimerait bien la faire pour tout le monde, Olivier. Mais donc, en fait, finalement, pour répondre à la question sur le sport et tout ça, les malades qui ont un Marfan clinique, finalement, la mutation, elle ne va pas changer grand-chose parce que de toute façon, si vous ne la trouvez pas, on va vous dire rechercher. Et ce malade, il a un syndrome de Marfan. S'il a une ectopie du cristallin et une aorte dilatée au Valsalva, on va dire que c'est un Marfan et on va le traiter comme un Marfan. Il y a des choses que nous, finalement, petit à petit, on s'aperçoit que tous les patients pour lesquels on n'est pas sûr sur la clinique ou tant qu'on n'a pas la biologie moléculaire, on met ces patients en attente et on ne les interdit pas au sport, en fait. Tant que les malades n'ont pas un diagnostic clair, on dit, vous faites du sport normalement et on ne rentre pas dans cette surprotection à partir du moment où ils ont des diamètres aortiques normaux. Et je pense que c'est important de rester là-dessus. Une suspicion de Marfan ne fait pas une interdiction et un changement de mode de vie tant qu'on n'est pas sûr. Et je pense que c'est important, d'autant plus qu'on sait que les Marfans avec des diamètres aortiques normaux ne dissèquent pas au cours de la croissance. Donc on n'a pas de raison de leur interdire le sport. Voilà. Je peux dire un tout petit commentaire ? Yes. Deux petits commentaires. D'abord, je crois qu'il y a quelque chose qui n'a pas été mentionné. C'est vrai que les délais sont longs. On essaye de les raccourcir au maximum. Mais il faut voir aussi le changement technologique qui a été réalisé par les laboratoires et le fait qu'on est passé pour certaines pathologies de 2 ou 4 gènes faits de façon séquentielle sur 1 an, 2 ans, on est passé à des panels de 50, quelquefois 60 gènes. Là, je ne sais plus combien il y en avait sur votre liste, ou 28, où c'est le cas. Donc on teste beaucoup plus de gènes.
on teste beaucoup plus de gènes simultanément, grâce à la révolution NGS, bien entendu. Mais il faut voir que c'est quand même un progrès qui s'est établi dans les laboratoires. Et il faut aussi mentionner le fait que... en plus, on ne gère pas les laboratoires comme on le voudrait. Hein. Honnêtement. Ah bon ? Non, mais je veux dire, effectivement, il y a des compagnies étrangères qui vous rendent tous ces diagnostics en 15 jours, en 3 semaines, avec un turnaround time, comme ils disent, un TAT de 3 semaines ou d'1 mois. Ils vous rendent tous les gènes que vous voulez. Mais le problème, c'est que c'est des organisations de laboratoires de type vraiment usine biologique qu'à l'AP, on ne peut pas avoir, c'est impossible. Donc on a une expertise que personne n'a ailleurs, mais effectivement, on n'a pas l'organisation du laboratoire idéale comme on voudrait l'avoir pour être le plus rapide possible. Enfin, un dernier mot sur le rendement diagnostique. Il y a des pathologies, comme qui n'est pas dans la filière, mais l'hypertension artérielle pulmonaire. On sait très bien qu'on a un rendement de 20%. Et parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une hypertension pulmonaire artérielle idiopathique qu'une familiale héritable avec une mutation. Mais ça fait partie du rôle du laboratoire que d'assurer ce type de diagnostic avec un rendement faible. Simplement, effectivement, peut-être un peu provocateur, un laboratoire, c'est bien être efficace et pas faire les choses inutilement. Mais il y a certaines pathologies où on sait qu'on aura un rendement faible. C'est intrinsèque à la maladie.